Le serpent et la femme du village. Le soleil se couchait sur le petit village de Bakonjo, peignant le ciel de teintes orangées et rouges qui se reflétaient dans l'eau calme du puits central. C'est là qu'Amina terminait sa journée, comme tant d'autres fois auparavant, remplissant sa jarre d'eau pour les besoins de sa mère malade. Amina n'était pas simplement belle. Elle possédait une beauté singulière qui semblait illuminer tout ce qui l'entourait. Son visage aux traits fins était encadré par des cheveux d'ébène qui tombaient en cascade jusqu'au milieu de son dos. Ses yeux, d'un brun profond, reflétaient une âme pure et généreuse. Mais au-delà de sa beauté physique, c'était sa gentillesse et son humilité qui touchaient tous ceux qui la rencontraient. Les hommes du village ne manquaient jamais une occasion de lui parler, de lui proposer leur aide, ou simplement de la saluer lorsqu'elle passait. Pourtant, malgré toutes ces attentions, Amina restait discrète, ne répondant véritablement à aucun. Chaque soir, en rentrant chez elle, sa mère Aïcha lui rappelait l'importance qu'elle avait dans sa vie. « Tu es mon unique espoir, Amina », lui disait-elle en caressant ses cheveux. « La seule raison pour laquelle je continue à me battre contre cette maladie. Un jour, tu trouveras un homme bon qui prendra soin de toi, et je pourrai partir en paix. » Ces paroles pesaient lourd sur les épaules d'Amina, qui se sentait responsable du bonheur et de la survie de sa mère. Elle travaillait dur, aidant au marché local pendant la journée et s'occupant de leur modeste maison le reste du temps. Un mardi matin, alors que le village s'éveillait à peine, une voiture luxueuse traversa la place centrale, soulevant un nuage de poussière sur son passage. Les villageois s'arrêtèrent, intrigués par ce véhicule qui contrastait tant avec leur environnement habituel. La portière s'ouvrit, et un homme en descendit, grand, élégant, vêtu d'un costume qui semblait coûter plus que ce que la plupart des habitants gagnaient en une année. « Perran » murmura une vieille femme qui balayait devant sa porte. « Est-ce bien toi, fils de Conan ?» L'homme sourit largement, révélant des dents blanches et parfaitement alignées. « Mère Fanta, quelle joie de vous revoir. Oui, c'est bien moi, Perran. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le village. Perran, le garçon qui avait grandi dans la misère, qui avait quitté Bakonjo 10 ans plus tôt à la recherche d'une vie meilleure, était de retour. Et il était visiblement devenu un homme riche. Les jours suivants, Perran fut au centre de toutes les attentions. Il racontait ses aventures dans la capitale, ses succès en affaires, montrait des photos de sa grande maison et de ses voyages à l'étranger. Ses anciens amis, impressionnés, ne le quittaient plus, espérant peut-être qu'un peu de sa réussite déteindrait sur eux. Les femmes du village, elles aussi, étaient fascinées par ce nouvel homme influent. Chaque soir, il invitait différentes personnes au petit hôtel où il séjournait, offrant à boire et à manger en abondance. Sa générosité apparente n'avait d'égal que son ego grandissant à chaque compliment reçu. Amina, elle, restait à l'écart de cette effervescence. Elle avait entendu parler du retour de Perran, mais celui-ci ne l'intéressait guère. Elle avait d'autres préoccupations, comme trouver le moyen de payer les médicaments de sa mère, dont le prix ne cessait d'augmenter. Un vendredi après-midi, alors que le soleil était à son zénith, Amina se rendit au puits avec sa jarre. Elle portait une robe légère aux couleurs vives que sa mère lui avait cousue pour son dernier anniversaire. La chaleur était accablante et la robe, bien que modeste, épousait les formes gracieuses de son corps. C'est à ce moment précis que Perran la vit pour la première fois depuis son retour. Il revenait d'une promenade avec ses amis lorsque son regard fut attiré par cette silhouette élancée au bord du puits. Il s'arrêta net, subjugué par la vision de cette femme qui se déplaçait avec une grâce naturelle. « Qui est-ce » demanda-t-il à l'un de ses compagnons, sans quitter Amina des yeux. « C'est Amina, la fille d'Aïcha » répondit son ami. « Elle est belle, n'est-ce pas? Mais elle n'est pas comme les autres. Elle ne répond jamais aux avances des hommes du village. » Un sourire calculateur se dessina sur les lèvres de Perran. Un défi, donc. Intéressant. À partir de ce jour, Perran changea sa stratégie. Il commença à se rendre régulièrement au puits aux heures où Amina venait chercher de l'eau. Il lui proposait son aide, engageait la conversation sur des sujets anodins, faisait mine de s'intéresser à sa vie et à celle de sa mère. Au début, Amina restait distante,
répondant poliment mais brièvement à ses questions. Cependant, au fil des jours, la persévérance de Pérande commença à porter ses fruits. Il apprit qu'Aïcha avait besoin de médicaments coûteux et, un soir, il apparut à leur porte avec un paquet contenant précisément ces remèdes. « Je ne peux pas accepter, » dit Amina, troublée par ce geste inattendu. « Ce n'est rien, » insista Pérande avec un sourire charmeur. « J'ai les moyens de vous aider et cela me fait plaisir. Considère cela comme un cadeau à une ancienne voisine. » Aïcha, voyant une opportunité d'alléger le fardeau de sa fille, encouragea Amina à accepter. « Dieu nous envoie parfois des anges sous forme humaine, » dit-elle en remerciant chaleureusement Pérand. Les semaines passèrent, et Pérand devint un visiteur régulier de la maison d'Amina et Aïcha. Il apportait toujours quelque chose, de la nourriture, des médicaments, parfois même des vêtements pour Amina. Il se montrait attentionné, patient, semblant sincèrement s'intéresser à leur bien-être. Peu à peu, les défenses d'Amina s'abaissèrent. Elle commença à voir en Pérand un homme différent de celui dont parlait le village. Un homme capable de compassion et de générosité. Lorsqu'il lui prit la main pour la première fois, lors d'une promenade au crépuscule, elle ne la retira pas. Aïcha observait cette relation naissante avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. Pérand semblait être la réponse à ses prières, un homme capable de prendre soin de sa fille après son départ. Pourtant, quelque chose dans son regard, une lueur fugace qu'elle captait parfois lorsqu'il pensait que personne ne l'observait, l'inquiétait. « Sois prudente, ma fille », conseilla-t-elle un soir à Amina. « Les apparences peuvent être trompeuses, et le cœur des hommes est parfois aussi profond que mystérieux. » Mais Amina, touchée par les attentions de Pérand et influencée par les commentaires envieux des autres femmes du village, ne voulait pas entendre ces mises en garde. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait spéciale, choisie parmi toutes. Et peut-être, pensait-elle, était-ce là sa chance d'assurer un avenir meilleur pour sa mère et elle-même. Un jour, alors qu'Aïcha était partie chez une guérisseuse dans un village voisin, Pérand invita Amina chez lui à l'hôtel. Hésitante mais curieuse, elle accepta, ignorant les regards des villageois sur son passage. La chambre de Pérand était luxueuse comparée aux habitations du village. Des tissus riches ornèrent les murs, et l'air sentait un parfum qu'Amina ne reconnaissait pas. Pérand lui servit un verre d'un liquide ambré qu'il appelait « whisky ». « Goûte », dit-il avec un sourire encourageant. « C'est ce que boivent les gens importants dans la capitale. » Amina prit une petite gorgée et grimaça au goût amer et brûlant. Pérand rit doucement et s'assit à côté d'elle, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. « Tu es si belle, Amina », murmura-t-il en caressant sa joue. « Depuis que je t'ai vue au puits, je ne pense qu'à toi. » Ces paroles et la proximité de son corps provoquèrent un frisson chez Amina, un mélange de plaisir et d'appréhension. Elle se sentait étourdie, et pas seulement à cause de la boisson. C'est alors qu'elle le vit. Dans un coin de la pièce, partiellement caché derrière un meuble, un mouvement furtif attira son attention. Un serpent, long et mince, au corps d'un noir luisant avec des marques jaunes, glissait silencieusement sur le sol, se dirigeant vers elle. La terreur s'empara d'Amina. Elle poussa un cri strident, se levant d'un bond et pointant du doigt vers le reptile. « Pérand, un serpent! Là, regarde !» Pérand, surpris par sa réaction soudaine, regarda dans la direction qu'elle indiquait, mais son expression resta étrangement calme, presque indifférente. « Où ça ? Je ne vois rien, » dit-il, regardant à peine avant de se tourner à nouveau vers elle. « Tu as peut-être trop bu. Viens te rasseoir. »« Non, » insista Amina, tremblante. « Il était là, je l'ai vu, un serpent noir et jaune. » Mais le serpent avait disparu, comme s'il s'était évaporé ou n'avait jamais existé. Pérand l'attira contre lui, tentant de la calmer, mais Amina sentait que quelque chose n'allait pas. Pourquoi n'avait-il pas réagi? Pourquoi semblait-il si peu concerné par sa peur? Elle prétexta un malaise soudain et quitta précipitamment l'hôtel, ignorant les appels de Pérand derrière elle. Dans sa course vers sa maison, elle ne put s'empêcher de repenser à l'avertissement de sa mère. Le lendemain, Pérand vint la voir, l'air préoccupé. « Comment vas-tu aujourd'hui »
demanda-t-il en s'asseyant près d'elle sous l'arbre devant sa maison. Mieux, répondit Amina, encore perturbée par les événements de la veille. Perran, ce serpent hier. Ah, ça, dit-il en agitant la main avec désinvolture. Ce n'était probablement qu'un petit lézard inoffensif. Tu sais comment ces vieilles maisons d'hôtel peuvent être pleines de petites bêtes. Non, Perran, c'était un serpent, grand, noir avec des marques jaunes, dangereux. Le visage de Perran se durcit imperceptiblement. Tu imagines des choses, Amina. Il n'y avait pas de serpent. Tu étais nerveuse, c'est tout. Cette réponse laissa Amina profondément troublée. Elle était certaine de ce qu'elle avait vu, et l'indifférence de Perran face à sa peur la déconcertait. Pire encore, elle commençait à se demander pourquoi il niait si fermement la présence du serpent. Les jours suivants, Amina remarqua des changements subtils dans le comportement de Perran. Ses visites devenaient plus espacées, et lorsqu'il venait, il semblait impatient, moins attentif à ses paroles et à celles de sa mère. Une fois, elle le surprit en train de discuter avec une autre femme du village, lui tenant la main de la même manière qu'il tenait la sienne. Un soir, alors qu'elle rentrait du marché, elle passa devant l'hôtel où logeait Perran et entendit des rires féminins provenant de sa chambre. S'arrêtant malgré elle, elle reconnut la voix de Pérande, accompagnée de celle d'une femme qu'elle identifia comme Fatih, connue dans le village pour sa légèreté avec les hommes. « Alors comment avance ton projet avec la prude Amina » demanda Fatih entre deux éclats de rire. « Plus lentement que prévu » répondit Perran, sa voix légèrement altérée par l'alcool. « Mais je l'aurai, comme toutes les autres. C'est juste une question de temps et de stratégie. » Et sa mère malade, tu continues vraiment à payer ses médicaments ? Un petit investissement pour un grand retour, ricana Perran. Une fois qu'Amina sera conquise, je me lasserai d'elle comme des autres et passerai à autre chose. C'est le jeu. Ces mots frappèrent Amina comme un coup physique. Elle chancela, s'éloignant de la fenêtre, son panier de légumes tombant au sol. Les larmes brouillaient sa vision tandis qu'elle courait vers sa maison, le cœur brisé et l'esprit tourmenté. Cette nuit-là, et les suivantes, Amina pleura sans retenue. Dans sa chambre, sur le chemin du puits, même en présence de sa mère qui ne comprenait pas ce changement soudain, le serpent qu'elle avait vu chez Perran prenait désormais une signification plus profonde dans son esprit. Il représentait la vraie nature de Perran, séduisant mais dangereux, dissimulé dans l'ombre, prêt à frapper au moment opportun. Amina évita Perran autant que possible, prétextant être occupé ou malade lorsqu'il venait. Mais il persistait, apportant toujours des cadeaux, jouant la carte de l'inquiétude et de l'incompréhension face à son comportement distant. Un dimanche matin, submergée par la détresse, Amina se rendit à l'église du village, un lieu où elle allait rarement mais qui lui semblait offrir un refuge potentiel. Elle s'assit seule au fond, laissant couler ses larmes silencieusement pendant le service. Après la messe, alors que les fidèles se dispersaient, un homme s'approcha d'elle. Grand et mince, avec un visage empreint de douceur et de sagesse, il portait une simple chemise blanche et un pantalon noir. « Je vois que ton cœur est lourd, ma sœur, » dit-il d'une voix calme et profonde. « Je m'appelle Père Thomas. Puis-je t'aider d'une quelconque manière ?» Quelque chose dans la présence sereine du Père Thomas incita Amina à se confier. Elle lui raconta tout. Perran, ses promesses, le serpent, et ce qu'elle avait découvert sur ses véritables intentions. Le Père Thomas l'écouta attentivement, sans juger ni interrompre. Quand elle eut terminé, il resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait profondément. « Le serpent que tu as vu, dit-il finalement, n'était pas une hallucination. C'était un avertissement, un signe envoyé pour te protéger. » Amina le regarda, surprise par ses paroles. « Vous me croyez alors ? Vous pensez que ce serpent était réel ? » « Aussi réel que le danger que représente cet homme pour ton âme, » répondit le Père Thomas. « Certaines personnes sont comme des serpents, belles à regarder mais mortelles dans leur intention. Et parfois, Dieu nous envoie des signes pour nous mettre en garde. » Ces mots résonnèrent profondément en Amina, confirmant ce qu'elle ressentait intuitivement. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle.
cherchant désespérément des conseils. « D'abord, tu dois confronter ta peur, » dit le père Thomas. « Non pas père en lui-même, mais la peur qui te paralyse et te rend vulnérable. Ensuite, tu dois être honnête avec ta mère. Elle a le droit de savoir ce qui se passe réellement. » Le père Thomas proposa de l'accompagner chez elle pour parler à Aïcha. Amina accepta, soulagée de ne pas avoir à affronter cette épreuve seule. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, ils trouvèrent Aïcha assise dehors, l'air inquiet. « Amina, où étais-tu? Pérant est venu te chercher. Il semblait différent, en colère presque. » Le père Thomas se présenta calmement à Aïcha, puis Amina rassembla son courage et raconta à sa mère tout ce qu'elle avait découvert sur Pérant. Aïcha l'écouta, son visage passant de la surprise à la colère, puis à la résignation. « Je savais que quelque chose n'allait pas avec cet homme, dit-elle finalement. Mon instinct me le disait, mais j'ai ignoré ma propre intuition, aveuglé par l'espoir qu'il pourrait offrir une vie meilleure. » Alors qu'ils discutaient de ce qu'il fallait faire ensuite, un bruit à la porte les fit sursauter. Pérant se tenait là, le visage transformé par la colère bien différent de l'homme charmant qu'il prétendait être. « Alors c'est comme ça ?» cracha-t-il en regardant tour à tour Amina, sa mère et le père Thomas. « Tu me rejettes pour un homme d'église. Après tout ce que j'ai fait pour vous ? » « Tu n'as rien fait par bonté, » répondit Amina, trouvant une force nouvelle en présence du père Thomas. « Tout n'était qu'un jeu pour toi, un moyen d'obtenir ce que tu voulais. » Pérant fit un pas en avant menaçant. « Tu crois que tu es meilleur que les autres ? Tu n'es rien, Amina, rien. » Le père Thomas se plaça calmement entre Pérant et les deux femmes. « Je pense qu'il est temps pour vous de partir, monsieur. Ces femmes ne veulent plus de votre présence ici. » Pérant hésita, évaluant la situation. Puis avec un ricanement méprisant, il lança « Gardez vos médicaments et votre misérable vie. Vous ne savez pas ce que vous perdez. » Il tourna les talons et sortit en claquant la porte. Le silence qui suivit son départ fut bientôt brisé par un sifflement familier. Là, dans un coin de la pièce, le même serpent noir et jaune qu'Amina avait vu chez Pérant se dressait, menaçant. « Le serpent !» cria Aïcha, se levant précipitamment de sa chaise. Le père Thomas resta étonnamment calme face au reptile. Il s'avança lentement vers lui, murmurant des paroles qu'Amina ne pouvait distinguer. À la surprise des deux femmes, le serpent sembla hésiter, puis se replia sur lui-même, comme intimidé par la présence de l'homme d'église. « Cette créature n'est pas ordinaire, » dit doucement le père Thomas. « Elle est liée à cet homme d'une manière que je ne comprends pas entièrement. » Il prit un balai dans un coin de la pièce et, avec une précision surprenante, immobilisa le serpent contre le sol. Sans hésitation, il frappa fermement la tête du reptile avec le manche, mettant fin à sa menace. Amina et sa mère regardaient, stupéfaites, tandis que le corps du serpent se convulsait une dernière fois avant de s'immobiliser. Au même instant, un cri retentit à l'extérieur, suivi du bruit d'un véhicule démarrant en trombe. Ils sortirent précipitamment pour découvrir la voiture de Pérant, s'éloignant à toute vitesse sur la route poussiéreuse du village. Des témoins racontèrent plus tard que l'homme avait soudainement porté les mains à sa tête, criant de douleur, avant de monter dans son véhicule et de partir comme s'il était poursuivi par des démons. Pérand ne revint jamais à Bakonjo. Des rumeurs circulèrent, selon lesquelles il avait eu un terrible accident sur la route. Quant à Amina et Aïcha, leur vie changea de manière inattendue après ces événements. Le père Thomas les aida à entrer en contact avec une organisation caritative qui fournit gratuitement les médicaments nécessaires à Aïcha. Amina trouva un emploi à l'école du village, enseignant aux jeunes enfants. Et chaque dimanche, elle se rendait à l'église, non plus pour pleurer, mais pour remercier cette force mystérieuse qui avait envoyé un serpent comme avertissement et un homme de foi comme protecteur. Car parfois, réalisa Amina, nos plus grands dangers portent le masque de nos plus grands désirs, et nos véritables sauveurs arrivent sous la forme la plus simple et la plus inattendue. Quant au serpent, son corps ne fut jamais retrouvé dans la maison d'Amina. Il avait disparu, comme s'il n'avait jamais existé, ou comme s'il avait accompli sa mission d'avertissement et n'était plus nécessaire dans le monde des vivants.